Dans les mouvements d'activité sportive, on constate que l'individu se retrouve dans des situations extrêmes de stabilité. Alors, est-ce que la stabilité de l'articulation a des limites à ne jamais dépasser ? C'est bien le problème que nous allons essayer de démontrer aujourd'hui avec cette pièce anatomique, c'est que le genou a 3 positions de stabilité. Il y a une stabilité maximum qui est la stabilité en extension, et puis il y a 2 positions de stabilité relative que nous décrirons ensuite. Il faut bien comprendre que le ligament est un appareil inextensible et que toute tentative de mise en tension excessive de l'appareil ligamentaire va aboutir à la rupture. En extension, il s'agit d'une position de stabilité par excellence. On dit même que le genou est inviolable. En effet, le genou en extension, qu'il s'agisse d'une sollicitation dans le plan frontal ou une sollicitation dans le plan antéro-postérieur, toutes les formations capsulo-ligamentaires sont tendues et on ne peut mobiliser l'articulation. Si on cherche à aller vers l'hyperextension, voyez la mise en tension des coques condyliennes, et ces coques condyliennes empêchent l'hyperextension ou la limite. Bon, alors tout ça, c'est dans le cas du genou en extension ou en hyperextension. Mais lorsque le genou est en flexion et qu'il est déverrouillé, alors comment peut-on garder la stabilité ? Il existe au niveau de la stabilité passive du genou sur un genou déverrouillé 2 positions de stabilité, qui sont des positions de stabilité relative et qu'on appelle valgus, flexion, rotation externe et varus, flexion, rotation interne. Voyez un genou en flexion de 30 degrés. Les coques condyliennes sont détendues et vont permettre une mobilité en rotation au niveau du genou. Dans la position valgus, flexion, rotation externe, vous voyez que le ligament latéral interne se met en tension, mais qu'il n'autorise pas un mouvement important du condyle sur la glène tibiale. Vous voyez que à la limite de la coque condylienne interne et du ligament latéral interne, le point d'angle postéro-interne est très sérieusement mis en tension et c'est généralement lui qui va se déchirer le premier lorsqu'on va forcer sur ce mouvement de valgus, flexion, rotation externe. Ne soyez pas troublés par la tuméfaction qui apparaît à ce niveau. Il s'agit d'un genou arthrosique avec un ostéophyte. Nous avons retourné la pièce anatomique pour vous montrer comment se comportent les ligaments externes dans cette position de valgus, flexion, rotation externe. Voyez le ligament latéral externe, il a une direction oblique en bas et en arrière. Nous allons maintenant étudier la position de varus, flexion, rotation interne. Je fais tourner le fémur puisque c'est le segment tibial qui est fixé. En position de varus, flexion, rotation interne, voyez que le ligament latéral externe a une direction oblique en bas et en avant. Il est en tension maximum et les formations antéro-externes qui sont situées en avant du ligament latéral externe qui partent du condyle externe pour se diriger au bord supérieur du plateau tibial sont elles aussi en tension maximum. Vous avez pu remarquer qu'en passant de ces 2 positions extrêmes, le ligament latéral externe change son orientation d'une position oblique en bas et en arrière, il passe à une position oblique en bas et en avant. Et vous comprenez alors que si vous examinez à 30 degrés de flexion
le genou en position de rotation nulle, le ligament latéral externe est lâche et ceci explique l'existence physiologique d'une laxité externe à 30 degrés de flexion. Tout ce que l'on vient de voir se rapporte à la physiologie des plans périphériques. Mais comment interviennent les ligaments croisés dans la stabilité du genou? Alors c'est une question très importante puisque le pivot central reste l'élément dominant de cette stabilité articulaire, mais pour des raisons de commodité cinématographique, nous allons être obligés de vous le montrer uniquement en flexion à 90 degrés. Voyez que ce genou a bien travaillé puisqu'il s'agit d'un genou arthrosique avec une usure complète du cartilage sur le condyle interne. Le ménisque interne a totalement disparu. Il reste néanmoins 2 ligaments croisés de bonne qualité et vous voyez que ce pivot central va intervenir tout d'abord dans la stabilité antéro-postérieure. C'est le ligament croisé antérieur qui interdit la subluxation ou la luxation antérieure du plateau tibial par rapport au condyle, mais voyez inversement que c'est le croisé postérieur qui empêche le recul des plateaux sous le fémur. Ce pivot central va intervenir aussi dans la stabilité en rotation, et si nous reprenons nos positions de stabilité relative en flexion, vous constatez que sur un genou en varus, flexion et rotation interne, le ligament croisé antérieur s'enroule autour du ligament croisé postérieur. Il se met en tension maximum et cette position de varus, flexion, rotation interne sera une position de stabilité tout à fait efficace, le ligament étant tendu à la limite de la rupture. Si maintenant on place le genou en valgus, flexion et rotation externe, voyez cette fois-ci que le ligament croisé antérieur est complètement détendu, le genou est dans une position de stabilité relative car les ligaments se sont décroisés et le genou est décoapté. Nous allons vous montrer ce qu'il advient de la stabilité fémorotibiale à partir du moment où on coupe le ligament croisé antérieur. Je sectionne ce ligament en plein corps. On voit que le condyle passe en arrière du plateau tibial externe en forçant cette position de varus, flexion, rotation interne, mais il ne faut pas oublier que nous avons resséqué les formations antéro-externes et que ces formations antéro-externes participent toujours à la rupture du ligament croisé antérieur dans cette position de varus, flexion, rotation interne. Nous allons vous montrer maintenant ce qu'il se passe lorsqu'on force sur la position de valgus, flexion, rotation externe. Nous plaçons donc le genou en position forcée de valgus, flexion, rotation externe. Le ligament latéral interne se met en tension et cette tension va aller jusqu'à la rupture. Le genou se déboîte, passe par-dessus la corne postérieure du ménisque interne et voyez que le ligament croisé antérieur se rompt dans ce mouvement forcé de valgus, flexion, rotation externe. Nous allons vous montrer sous une autre incidence comment se produit la luxation postérieure du condyle par rapport au plateau tibial interne dans cette fameuse triade interne.
le ligament latéral interne a été sectionné, le condyle se luxe en arrière, le ligament croisé antérieur est rompu, il saute par-dessus la corne postérieure du ménisque interne et se luxe en arrière.